Le balado que vous allez déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal. Bonjour, vous écoutez L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la première saison, enregistrée en 2019-2020 pour choc.ca. Aujourd'hui, on rencontre Elisabeth Cardin, copropriétaire du restaurant Manitoba et une personne qui a particulièrement marqué mon parcours en tant qu'amatrice de vin nature. On parle d'ingrédients locaux et de territoire. Bonne émission! Alors, bonjour Elisabeth, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, mon nom est Elisabeth Cardin et je suis propriétaire du restaurant Manitoba. En fait, je suis copropriétaire. Allô, Simon? Donc, Elisabeth, pour moi, c'était super important de t'interviewer quand j'ai commencé mon podcast parce que j'ai eu une expérience de vin ici qui a vraiment changé ma vision. Avec une amie, on est venu ici, tu nous as passé des verres. Moi, j'avais de la difficulté à l'époque. Ça fait quand même plusieurs années avec les rouges. Je me rappelle, tu nous as fait un super bel enchaînement, accord, vin et mets. Et je voulais avoir ton avis sur le vin nature parce que tu es une des premières personnes qui m'a introduit à ça. Donc, je me demandais, toi, comment ça a commencé, justement, ton amour du vin nature? Mais ça a commencé, en fait, comme toi, un peu avec une personne qui m'a initiée. Donc, c'était mon ami Véro, qui travaillait dans le temps à la buvette chez Simone. C'était ma colocataire, puis un jour, on est sortis au comptoir, feu comptoir, charcuterie et vin. Puis on a, en fait, c'est elle qui a commandé une bouteille de Tourbillon de la vie de Jean-Philippe Padier. Puis vraiment, le nom était parfait, ça a vraiment marché. J'ai comme spiné, j'ai rentré dans quelque chose que je connaissais pas. Puis à l'époque, j'avais pas le resto, là, donc c'était bien avant. Est-ce que tu pourrais me parler justement de l'ouverture, comment ça s'est passé, et puis comment le concept finalement derrière Manitoba? Mais en fait, j'étais à l'aube de mes 30 ans. Puis j'ai toujours su là, que j'étais pas du monde, puis que je suis pas un bon casting pour être un employé dans une entreprise. Alors ça faisait vraiment longtemps que je pensais à créer ma propre entreprise. J'ai essayé plein d'affaires. J'ai voulu avoir justement une compagnie d'aménagement paysager, comestible, faire des ateliers avec les gens pour transformer leurs plantes en savon. Puis j'ai fait une compagnie de produits naturels, tout le temps autour de la forêt, de la mer, des choses qui viennent d'ici, à l'état sauvage. Et puis, en fait, c'était une soirée où j'étais invitée au lancement du salon de barbier Emporium, qui est juste au coin de la rue, à côté du Manitoba. Puis, je suis allée avec une amie, puis on s'est rendu compte que, en fait, tous les locaux sur le coin de la rue étaient alloués, étaient comme vacants, étaient vraiment un peu même délabrés, là. Puis je me demandais, mais mon Dieu, c'est combien? Puis qu'est-ce que ça a l'air en dedans? Qu'on a appelé le proprio, puis étrangement, il s'est pointé le soir même. Donc, on était une couple d'amis, dont Lenny, que tu connais, mon ami Lenny, Galadriel, avec qui je voulais partir peut-être une petite shop de bois pour faire de l'ébénisterie, reniper des meubles. Tu vois, le genre, là, bon. On a visité pour peut-être se faire une shop, tout le monde ensemble. Puis moi, j'ai eu une espèce de pas de révélation, là, c'est un peu ésotérique, mais j'ai vu le local, j'ai vu la grande porte de garage, j'ai vu tout ce qui était possible de faire là-dedans. Puis en plus que c'était un garage avec rien, fait que tu sais, c'est un terrain de jeu immense, là, tu peux comme tout imaginer. Alors, le lendemain matin, j'ai rappelé tout le monde, mes amis, puis j'ai dit, ça vous tente de le louer, finalement? Puis ils m'ont tous dit, non, pas vraiment, c'est un gros move, il y a beaucoup de travail à faire. Puis là, j'ai dit, ben parfait, moi, je vais le louer. Fait que j'ai appelé le proprio. Puis avec mon pas d'argent puis mon pas d'expérience, j'ai décidé de le louer comme une folle.
Sauf que j'avais 3 mois pour réagir. Je le louais comme dans 3 mois. Puis là, ben j'ai comme activé. J'ai commencé un plan d'affaires. J'ai parlé à beaucoup de monde. Puis à travers des amis, j'ai rencontré Simon Quentin, qui est mon partner et qui l'a tout construit de ses mains. Fait que j'ai appris beaucoup. Puis ça a pris 1 an à peu près, la construction. Et puis, le concept Manitoba, j'avais déjà trouvé le nom. Je voulais vraiment qu'on parle des plantes sauvages, des artisans, des pêcheurs, des chasseurs, qu'on ramène la nature en ville, en fait. Qu'on noue un lien très fort avec la forêt, la mer, puis les gens qui y travaillent, puis qu'on encourage le circuit le plus court possible, puis dans toute la fraîcheur, dans l'expression vraiment même là, des aliments. Là. Fait que, aujourd'hui, si vous venez manger, vous allez capoter, je pense. Ça fait 5 ans qu'on est ouvert. On a Simon Mathis qui est aux cuisines, qui est notre 4e chef. Tous les chefs qui ont travaillé ont vraiment été cool, mais la vie fait en sorte que des fois, ça fonctionne pas. Depuis que Simon est là, c'est un match parfait. Fait que voilà. Là, avant l'entrevue, tu me disais, je connais rien au vin, Puis moi, je me suis dit, ben ouais, c'est ça, tu sais. Comment tu as établi ta première carte? Est-ce que c'est toi qui as établi ta première carte de vin? Ben oui. Comme c'est moi qui ai établi tout au début parce qu'on n'avait pas de... on n'avait pas de staff tant que ça. On avait une belle gang au début, mais moi, je tenais vraiment à faire la carte. Il y avait une dégustation à l'hôtel Hermann. Peut-être j'ai vu ça passer sur Facebook. Puis j'avais pas encore le resto, puis j'arrive là. Il y avait des gros joueurs du vin nature qui étaient présents. Il y avait justement Alex Boily, il y avait Marc Frandon, il y avait toutes sortes de gens qui nous faisaient goûter à des vins à l'aveugle, tu sais. J'essaie de deviner. Moi, j'ai aucune base, là, rien. Mon père buvait des boîtes encore, des gros Bordeaux puis des Cab Sauvignon américains. Fait que le vin nature, c'était tout nouveau. Je me ramasse là, puis j'étais assise à côté de Laurence Dufour, que je connaissais pas. Puis c'est comme la plus belle chose parce que, tu sais, avec qui d'autre j'aurais voulu être assise, là, que elle qui m'a comme dit « T'es qui, toi? » Je t'ai jamais vue. J'ai dit « allô, je m'appelle Elisabeth, j'ouvre un resto bientôt, puis là, j'aimerais ça faire la carte de vin avec des vins nature, puis j'ai aucune idée de ce qui se passe. » Puis elle m'a comme un peu pris sous son aile, tu sais, en me jugeant, là, au début. Mais elle m'a testé, puis je pense qu'elle m'a trouvé cool. Puis elle m'a parlé d'une couple d'affaires. Elle m'a comme dit, regarde, stresse pas, vas-y avec ton feeling. Tu sais, apprends tranquillement. Ces gens-là sont ici pour t'aider, tu sais. Quand tu vas commencer à faire les achats, gêne-toi pas pour leur demander, poser des questions niaiseuses. Puis effectivement, c'est un peu comme ça que c'est commencé. En fait, j'ai contacté comme 5-6 agences d'importation. Puis je leur ai demandé tout bêtement de m'amener des vins qui fitteraient avec notre futur menu, même si je connaissais aucunement le futur menu, mais tu sais, j'ai fait assemblant. J'ai mis des ingrédients que je connais, puis des trucs sauvages, des aromates un peu weird. Puis vraiment, là, ils sont tous tellement smart. Ils sont venus ici dans le chantier de construction avec des bouteilles, puis ils m'ont comme parlé, puis j'étais, tu sais, question genre ah oui, ça vient du Beaujolais, c'est quoi le raisin là-dedans? Tu vois le genre? Là, j'ai appris que je pouvais plus dire ça jamais de ma vie, là, tu sais. Fallait que je sache que c'est du gamay, mettons. Fait que vraiment, j'étais comme un enfant. Puis j'ai tout appris des agents d'importation qui ont été super patients, puis en fait, j'ai découvert que j'avais quand même un bon palais, mais surtout un palais relié directement à ma mémoire, puis à mes émotions, puis à mes souvenirs. Fait que j'avais un vocabulaire qui était aucunement relié au vin, puis aux techniques de production, puis tout ça. C'était vraiment genre, je pouvais présenter un vin à un client en disant ah, goûtez à ça, ça goûte vraiment la petite trempette mayo ketchup, là, tu sais. Là, ça a l'air cave, mais j'ai réussi à la faire passer, puis les gens trouvaient ça cool. Fait que j'ai monté une carte tout bêtement, comme ça, avec des producteurs que juste je tombe en amour avec le vin, puis j'essayais qu'il y ait un équilibre dans ma carte, qu'il n'y ait pas juste du Carignan, quoi que c'est déjà arrivé. Moi, je me demandais, il y a aussi une superbe compétition que tu as instiguée. Le Wine Battle. Alors ça, comment que c'est parti? Parce que au printemps, j'ai pas eu la chance de venir, malheureusement, mais
moi, je trouve que ça donne une belle vitrine, justement, au rep, au sommelier, au vin et en même temps à la cuisine de Simon. Donc, comment c'est parti, ça? En fait, c'est parti quand je faisais encore la carte, puis mon associé Simon et moi, on essayait de trouver des événements à créer, tu sais, qu'on voyait dans tous les autres restos qui avaient, disons, un masterclass avec un sommelier qui venait enseigner des choses ou bien une dégustation des vins d'une agence ou un vigneron qui est en ville qui venait faire un souper, puis j'avais de la misère à imaginer faire ça parce qu'on n'était pas à l'époque un établissement avec des sommeliers là, formés, ce qui faisait que j'avais envie que ça soit le fun puis que ça nous ressemble davantage. Puis je sais pas pourquoi l'idée de la compétition m'est comme apparue assez vite là. On disait OK, moi j'ai dit je veux travailler avec tout le monde, je veux pas choisir une agence puis dire on fait un événement avec toi. Je veux faire des événements avec tout le monde. Alors comment faire? Puis là c'est ça l'espèce de tournoi, le concept de tournoi est comme apparu puis je me suis dit c'est un tournoi, mettons, j'ai fait tout participer, c'est vraiment drôle. Puis en plus c'est un jeu, fait que les gens vont embarquer. Il y a des gens qui vont être éliminés. Tu sais, ça pogne, là, les shows où il y a des gens qui sont éliminés. Alors, c'est un peu ça. C'était comme parler du vin dans un contexte plus jovial et moins sérieux. Puis, en fait, je vais vous l'expliquer, là. Le concept, c'est que je choisis à chaque année 8 agences d'importation. Puis, je les fais compétitionner un contre un, donc pendant un souper de 3 services. C'est préparé par Simon, puis ça gagne en cuisine. Donc, il y a 3 plats qui sortent. Puis, à chacun des plats, les sommeliers présentent un vin. Donc, le client, c'est ouvert à tous, là, en passant. Là, vous réservez, vous venez manger. C'est un prix fixe, c'est super abordable. Puis là, le client est assis, puis le sommelier ou représentant vient à la table lui présenter son choix. Puis l'autre, en renchérit après, présente son choix. Puis des fois, ils sont baveux, ils sont amis, donc c'est vraiment drôle. Il y en a qui se déguisent, il y en a qui mettent le chandail de son adversaire pour le niaiser. Ça finit par être vraiment drôle. Puis comme ça, à la fin de la soirée, les clients ont voté pour leur accord préféré. Puis on annonce le vainqueur qui s'en va en demi-finale. Puis à la fin, il y a un gagnant qui se mérite un gros souper staff au Manitoba, puis un genre de ridicule trophée ou certificat. Mais c'est vraiment cool. Les gens ont embarqué. Moi, je pensais même pas qu'ils allaient me répondre la première batch. Tout le monde a dit oui. Puis là, tu sais, c'est comme organiser l'horaire. C'est vraiment excitant, là. Puis faire la pub. On fait des petites cartes de baseball avec leur face dessus, avec leurs stats ou, tu sais, l'horaire du tournoi. Puis là, qu'on distribue. Fait que ça faisait découvrir, dans le fond, 6 vins par soir à des clients qui venaient goûter à ça. Ça faisait découvrir 2 agences. Puis ça faisait que mon staff avait une formation sur 6 nouveaux vins. Puis, tu sais, nécessairement, on en achète plus qu'on en a besoin pour la soirée. Fait qu'il en reste tout le temps. Fait qu'après, on les connaît bien. Puis c'est comme... tu sais, win-win pour toutes, dans le fond. Fait que c'est ça. À chaque année, je me dis, c'est le dernier. C'est vraiment compliqué à organiser. Puis d'ailleurs, Laurence Dufour aime m'appeler la dodo des wine battles parce que je dis tout le temps, non, c'est le dernier, c'est fini. En fait, moi, ce que je me demande, les gens qui viennent ici, est-ce que c'est pour les wine battles ou pour les repas, est-ce que c'est des gens qui s'y connaissent en vin? Comment est-ce que tu amènes ça chez les gens? Comment? Parce que tu as quand même, je pense, un rôle d'éducatrice jusqu'à un certain point, puis ton staff aussi. Comment tu vois ça ici? Ouais, l'éducation, moi, je la fais un petit peu plus au niveau des produits, là, des plantes, des fleurs, des aromates, des animaux, tout ça. C'est super important dans l'entreprise, là. Vraiment, c'est Fred qui fait la carte de vin, fait une formation de vin à tout son staff 1 fois par semaine, avec une dégustation à l'aveugle, puis il pousse vraiment, là, il était déjà bon, là, les employés ici, mais là, tu sais, il y a une formation constante, puis c'est assez rare, puis je vois vraiment la différence parce qu'ils sont prêts à répondre à toutes les questions. Fait que tu dis, c'est des gens qui se connaissent ou pas. Il y a vraiment des sommeliers d'autres restos qui viennent manger. Puis avant, j'avais honte parce que c'était comme moi qui connaissais plus le vin de la gang, là, peut-être, là, puis j'étais comme, Tu sais, des questions pièges, j'avais pas le choix de dire, écoute, j'ai aucune idée, mais tu le trouves-tu bon, le vin, ou pas, tu sais? Mais maintenant, c'est moins gênant parce qu'ils connaissent tout sur tout. Puis c'est comme rassurant. Mais il y a beaucoup de monde aussi qui connaissent pas tant le vin. Puis
qui sont super bien guidés. Au Wine Battle, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés au vin. Puis il y a des gens, des fois, c'est des familles, c'est leur première fois qu'ils viennent ici, puis on leur a dit qu'il y avait ce concept-là, puis ils sont super excités. Puis après, ils reviennent. Puis bon, on a des bons commentaires sur la carte, puis sur la manière dont on parle des choses. Je voudrais aborder un autre aspect qui est super intéressant ici, c'est les cocktails. On n'est pas dans le vin, mais c'est quand même prêt. Et moi, la dernière fois que je suis venue ici, il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est, on dit pas la cuisine du terroir, c'est la cuisine du territoire. Et la deuxième chose, c'est demandez pas de citron, il y en a pas. On travaille avec des produits qui viennent d'ici. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ces deux points-là, finalement? Premier point, le terroir. J'aime parler de terroir quand on parle de vin, par exemple, parce que vraiment, on parle d'une parcelle qui est influencée par un sol, une exposition, etc. Pour les produits du terroir, je trouve ça un petit peu flou, puis un petit peu comme over-utilisé au Québec. Là, on est bien fort là-dessus, la cuisine du terroir. Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Puis nous, on s'est dit, tu sais, parce que tu peux faire la cuisine du terroir, puis justement avoir de la lime, puis des ananas, puis des produits d'ailleurs. Puis nous, on s'est dit, tu sais, territoire, on dirait que ça... je sais pas, on s'approprie un petit peu plus. Là. Il y a quelque chose de profondément ancré en nous quand on parle de territoire. Puis, dans le fond, on s'est donné ce défi-là en cuisine. En cuisine d'abord, puis la cuisine nous a fait des pressions sur le bord pour qu'on embraye puis qu'on arrête d'utiliser des agrumes. Ce qu'on a fini par faire. Fait que dans le fond, nos contraintes, c'est rien qui vient d'ailleurs. Donc, il y a à peu près rien. On a un peu de sucre pour faire les desserts. On a le café. Puis évidemment, on a des vins de partout dans le monde. Mais au niveau de l'alcool fort, de tous les ingrédients frais, les vinaigres, même le sel vient de Terre-Neuve. On n'utilise pas de poivre. On essaie vraiment de se creuser la tête pour trouver des alternatives. Ce qui fait qu'on a une relation très proche avec l'histoire de nos ancêtres qui le faisaient par dépit, là, mais finalement, il y a du bon là-dedans au niveau des émotions, puis au niveau de l'environnement, de la préservation de nos forêts puis de nos terres et tout. Donc, au niveau des cocktails, c'est un petit peu plus difficile parce que ça prend de l'acidité dans des cocktails. Puis le citron puis la lime, c'est comme vraiment facile d'en trouver rapidement. Sauf que ça coûte une fortune, ça vient pas d'ici, c'est super polluant, ça nécessite beaucoup d'eau pour les cultures. Fait qu'en tout cas, moi j'ai réfléchi en fait pas trop longtemps parce que j'ai fait Chris, on est au Québec, il fait fret. Puis il y a beaucoup de choses qui sont pas mûres puis qui sont acides. T'sais. Il y a des gadelles, il y a tous les fruits, des bleuets que tu viens de cueillir, c'est quand même acide. La pomme est super acide. Il y a des vinaigres qu'on peut faire. Fait qu'on a commencé à travailler les shrubs. Qui est dans le fond, je pense que ça vient des États-Unis. Là, c'est une manière de préserver les aliments, les fruits surtout, dans un espèce de mélange de sucre et de vinaigre. Le concept, c'est qu'on met un aliment dans du sucre. Puis toute l'eau de l'aliment sort, puis ça fait une espèce de sirop aromatisé. Puis ensuite, on filtre, puis on rajoute du vinaigre de cidre de pomme à l'époque ou du vinaigre blanc, qu'on utilise un petit peu maintenant. Puis ça te fait une préparation acidulée que tu peux mettre dans tes cocktails. On travaille avec le verjus, qui est un jus de raisin qui a été cueilli vert, donc pas à maturité. Fait que c'est full acidité. C'est une super vieille recette. Puis il y a une compagnie qui s'appelle Au Fil du Vent qui en font au Québec ici. Puis c'est super bon, là, même dans les vinaigrettes, dans la bouffe, on en utilise aussi. Donc verjus, on a toutes sortes d'affaires. Là. C'est vraiment trippant. Puis les cocktails, sont aussi le fun que les entrées, tu sais. Fait que c'était ça aussi l'idée. C'est ton premier contact avec le resto quand t'arrives. Tu vois la carte de cocktail, puis là, tu comprends rien parce qu'il y a des noms d'algues, de plantes, de fleurs, puis tous des alcools d'ici. Fait que là, tu découvres plein d'alcools qui ont été faits ici. Tu découvres plein de produits que tu connaissais pas. Puis c'est super bon. Puis là, ça te met en contexte pour la suite de la soirée. Est-ce que tu peux me parler, par exemple, des ingrédients d'un cocktail là, qui te vient en tête? Qu'est-ce que ça serait? Alors, c'est parfait parce qu'il y avait une carte de cocktail devant moi. Alors, je la prends.
Ben attends, je vais vous parler de mon préféré. Ben il y a notre classique en fait. Ça c'est drôle parce que c'est un cocktail qu'on faisait au début avec full citron, du curaçao à l'orange, du poivre noir. Comme puis le concept c'était on l'appelle le gin and jam, fait que c'est au gin, c'est un gin français dans le temps. Puis là on dépose une petite cuillère de confiture de sureau qui vient du Québec. Puis on l'avait au début comme ça, puis c'était un grand vendeur. Puis à un moment donné, j'ai fait, on peut pas l'enlever, mais il faut enlever tous les ingrédients qu'il y a dedans, sauf le sureau, ça marche pas, tu sais. Comment le repenser pour qu'il soit aussi bon, très différent. Donc maintenant, on a le gin kilomètre 12 qui vient du Saguenay. On remplace le citron par une infusion de vinaigrier, qui est l'arbuste qui a l'air un peu tropical, qui fait des grosses cocottes rouges. Ça, je suis sûre que tu l'as déjà. Sa face à Valérie me dit qu'elle n'a jamais vu ça, mais c'est sûr qu'elle en a vu. Donc, on fait une infusion de vinaigrier, puis le poivre noir, on l'a remplacé par le poivre des dunes. Donc, c'est un sirop de poivre des dunes. Puis, on dépose la confiture de sureau. Puis c'est comme super beau, c'est frais, c'est pas trop sucré. Ça goûte rien qu'on connaît, là. C'est hallucinant. Tu as touché à un point, en fait, que je trouve super intéressant qui arrive en ce moment au Québec et partout au Québec. C'est les alcools forts, en fait, qui sont faits ici. Oui, je suis assez ignorante sur la chose légale de la distillerie au Québec, mais j'ai l'impression que ça a débloqué à un moment donné parce que, disons, ça fait peut-être 3 ans. Là. Au début, il y en avait quelques-uns des alcools d'ici, mais tu sais, c'était assez limité. Puis là, tout à coup, des produits fantastiques débarquent, puis à la tonne, puis sont tous différents. Ils représentent vraiment des régions, des philosophies, leur esthétique, le design graphique est toujours super beau. Ouais, c'est le fun. Nous, on a beaucoup de plaisir à les présenter aux gens, à les mettre comme presque en décoration sur notre mur derrière le bar. Là, on a juste des alcools du Québec qui sont, tu sais, à la vue. Puis c'est comme une fierté parce que tu peux parler de toutes les régions. On fait des événements aussi. On vient de faire un événement avec Menot pour présenter leur gin, leur vodka. Puis ces gens-là partagent un amour de leur coin de pays, puis un amour de la nature aussi. Fait que ça marche très bien avec nous autres. Est-ce que tu as un vin que dernièrement que tu es tombé en amour avec? Une découverte? Tu sais, comme là, on vient de boire un vin qui s'appelle le Roche-Bézigon, qui est fait par Jean-Christophe Garnier en Loire. C'est un chenin. Puis ça, là, je me rappelle, j'en ai parlé hier avec un de mes serveurs. J'ai dit, ça, c'est mon vin préféré. Mais tu sais, je veux dire, des vins préférés, j'en ai comme 450. Mais c'est un des vins qui m'a marqué. Puis en plus, ce qui est cool ou pas cool, je sais pas, mais à chaque année, donc chaque millésime est vraiment différent de l'ancien. Puis des fois, c'est triste parce que je veux retrouver le souvenir du vin que j'avais aimé, mais là, il est complètement différent, mais je finis par trouver qu'il est aussi bon, tu sais. Il est comme vivant, en fait. C'est ça que j'aime, c'est que ces vins-là, ces vins nature, tu sais, oui, c'est le fun pour l'environnement, que ça soit en bio, que ça soit réfléchi, qu'il n'y ait pas de pesticides. Tu sais, je me sens plus clean quand j'en bois, je me sens plus énergisée que quand je bois un vin traditionnel plein de sulfite. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils sont vivants. C'est vraiment une expression du climat, dans le fond, de la nature. C'est elle qui décide, tu sais. Quand un vin goûte la même chose, cuvée après année, c'est pas normal, les gens, OK? Ça veut dire que ils sont contrôlés, les vins. On ajoute des choses pour qu'ils goûtent pareil. C'est pas normal. C'est supposé être éclatant. C'est supposé qu'il y ait des défauts une année, qu'il n'y en ait pas l'autre année. Des fois, ils ont même pas eu de raisin, fait qu'il y en a pas, tu sais, parce qu'ils ont eu une marde puis ça a tout gelé. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, tu le sais. Mais en fait, c'est pour ça que j'aime ça, c'est parce que ça vibre d'émotions. Puis c'est ça, le langage là, des gens en vin nature, c'est les vibrations, les émotions, les explosions. Tu vois, on parle pas juste de vin, là, on parle comme d'expériences sensorielles qui nous rendent heureux, en fait. Pour moi, je trouve que c'est important justement de démocratiser le langage du vin. Et je pense que je sais pas ce que toi tu penses. Est-ce que tu parles encore de mayo ketchup dans tes goûts?
faut pas... En fait, moi, mon opinion, c'est qu'il faut pas se badrer, comme on dirait en bon québécois, puis il faut y aller avec ce qu'on ressent. Mais je préfère parler de ce que je ressens que ce que je pense qu'il y a dans la bouteille. J'essaie de pas être cérébrale du tout quand je parle de vin. Puis, pour revenir au wine pairing battle, là, c'est ce que j'ai remarqué, là, c'est que c'est une soirée qui dure comme de 6h p.m. à, on va dire... L'année 1, c'était peut-être 6h AM, mais là, ça fait 4 ans. On est plus sage. Ça finit à peu près à minuit, 1h. Donc, c'est quand même une longue soirée où tout ce qu'on fait, c'est parler de vin, là. C'est pas gossant, là. C'est vraiment super intéressant. Les gens, c'est qu'il y a un débat pour savoir quel vin va mieux avec le plat. Ça, c'est une autre affaire, parce que les accords mais vins, là, c'est pas la même chose pour tout le monde. Je me suis rendu compte. Moi, j'ai mangé cette année pendant ce concours-là pour goûter, pour l'expérimenter, parce que d'habitude, j'étais sur le plancher. Je me suis dit, après 4 ans, je vais le faire, là, tu sais. Ça serait le fun que je vois comment on se sent quand on est un client. Fait que je me suis assise avec des gens, puis moi, l'accord que je préférais, systématiquement, c'était l'inverse de mon voisin qui connaît vraiment le vin, puis qui a un super nez, qui devine tous les vins à l'aveugle, genre comme producteur, millésime, tout, là. Puis on avait vraiment pas le même concept d'un accord, parce que pour moi, un accord, je compare ça à comme quand je me réveille le matin, là. Moi, j'ai pas besoin que tu ouvres les rideaux puis que tu mettes de la musique fort. J'haïs ça. C'est trop contrastant avec mon état. Faut que je mette une veilleuse, que je mette de la musique douce, que je m'étire, que je prenne mon temps, tu vois. Puis un accord, pour moi, c'est ça. C'est doux. C'est un accompagnement qui s'en va dans la même direction, qui est pas trop effrayant, qui est comme juste rassurant, une harmonie. Puis la personne en question, pour elle, c'était comme faut que ça clash, faut que ça soit l'opposé. Si c'est trop gras, faut que ça soit super acide. C'est comme elle avait besoin d'un contraste fort. Puis je comprends vraiment ce type d'accord-là. Les deux marchent, tu sais. Puis je me suis rendu compte, Chris, ce concours-là, ça vaut rien, là, tu sais. Parce que en plus, à la fin de la soirée, c'est quasiment 50-50 les votes. C'est comme... C'est pas un vrai concours parce qu'il y a trop d'émotions. Les gens, dans le fond, ils aiment un vin avec la bouffe. Pour eux, c'est mieux, mais pas pour l'autre. Fait que ça, je vous l'annonce, là, ça vaut rien. Les gagnants des années précédentes, vous auriez pu perdre aussi. mais en tout cas, c'est mon opinion. Dernière question pour toi. Est-ce que tu as eu dans ton parcours ici une rencontre qui a été particulièrement marquante? Ben oui, mais oui, il y a plein de gens là, qui m'ont... Mais là, je suis en train de penser, puis c'est principalement des hommes, puis je me sens mal. Ah non, il y a une femme, je vais la mettre aussi. Je peux t'en dire plusieurs? Je vais vous parler des gens qui m'ont vraiment inspirée à continuer, mais à intégrer dans mon entreprise un peu plus de matière, de savoir, d'enseignement, parce que je trouve qu'un restaurant à Montréal, ça devrait pas être juste un restaurant qui fait bien les choses. Ça devrait être une place où on apprend, où on enseigne, où on partage, où en fait on fait changer les choses. Mon but principal, c'est pas d'avoir un restaurant, là. C'est que les gens se reconnectent vraiment à la nature, puis à d'où ils viennent, puis où ils s'en vont, puis comment travailler ensemble pour comme faire fermer tous les supermarchés au Québec, là, puis mettre les fermiers de l'avant, puis apprendre à conserver les aliments pour les saisons plus dures. Anyway, ceci dit, des gens qui partagent cette opinion que j'ai rencontrée, il y a premièrement M. Michel Lambert, avec qui je travaille en ce moment sur un livre à paraître dans 1 an, à l'automne 2020, Scoop. Un livre qui est donc coécrit par lui et moi et Simon Mathis, avec un photographe. Donc, c'est un livre à la fois d'histoire sur les aliments qui ont été fondateurs, toutes les techniques qu'on a apprises, toutes les préférences et les visions globales des Premières Nations par rapport à l'alimentation et la nature. C'est vraiment trippant. Il y a aussi de la poésie, c'est comme un recueil de poésie et des recettes.
Et puis, il y a aussi, pour nommer une femme, il y a Fernande Ouellette, qui, à chaque fois que je la vois, je suis comme énergisée pendant une semaine. C'est une productrice de canards et d'oies pour la ferme Rusée comme un canard. Puis il faut la découvrir, il faut découvrir ses produits. Elle est super intelligente. Elle veut changer les choses. Elle veut changer le monde de l'abattage au Québec. Puis en fait, si vous voulez la découvrir, il y a un film de Marc Séguin qui a été fait, un documentaire qui s'appelle La ferme et son état. Puis Fernande apparaît avec ses propos pertinents, puis son énergie contaminatrice. C'est dur, hein? Mais il y a plein de... En fait, à chaque fois que j'ai rencontré un vigneron, là, tous les vignerons, je suis comme, voyons donc, sortez d'où? Ils sont comme super brillants. Ils font juste rire, puis t'aimer comme t'es, tu sais. Puis il n'y a pas de bullshit, là. Ils sont super intègres. Il n'y a pas de game. C'est tout le temps, moi, je suis un vigneron. Je travaille comme ça. Puis je veux avoir du fun dans la vie. Puis là, ben profitons-en, tu sais. Ça, c'est inspirant quand même. Alors, Elisabeth, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben, vous pouvez certainement trouver le restaurant Manitoba sur Facebook et sur Instagram. Facile, c'est Restaurant Manitoba. Vous venez d'écouter L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. Si vous voulez rien manquer des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi qu'à la page d'Instagram. Le balado que vous venez de déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal.